Bonjour et bienvenue dans le Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. La crise sanitaire actuelle liée au coronavirus va-t-elle provoquer de surcroît une crise économique majeure? Alors que le commerce mondial est paralysé, que les entreprises tournent au ralenti et que les marchés financiers sont pris de panique, cette hypothèse semble chaque jour plus plausible. Alors, allons-nous vers un effondrement économique sans précédent? L'épidémie de coronavirus est-elle seule responsable ou sommes-nous face à un problème bien plus profond, creusé par des années de décisions politiques irrationnelles? Que peuvent les banques ou les États pour redresser la barre? Dans cette vidéo, on vous dit tout sur la crise qui vient. En tout cas, à chaque heure qui passe, on apprend de nouveaux cas de coronavirus qui nous interpellent parfois, à Mulhouse. On se préoccupe des tas de choses, de finances, de choses comme ça, etc. Et puis il y a des petits animaux tout à fait méprisants qui remettent en cause toute l'économie mondiale. Donc c'est quand même extraordinaire qu'un micro-organisme, même pas vivant, qui est juste un code, fout une merde, pardonnez-moi, mais hallucinant, d'une puissance incroyable, bien plus que les chefs d'État. Notamment en Chine, on a les enquêtes des directeurs d'achat. Oui, avec des résultats assez stupéfiants, des effondrements notables, tant dans l'industrie que dans les services. Exactement, je vous rappelle, l'enquête c'est très simple. Au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité. Là en Chine, 40 dans l'industrie, 26 dans les services. Donc c'est du jamais vu d'ailleurs dans l'histoire de la statistique en Chine. Chômage technique, faillite et licenciement. Face à la propagation du Covid-19, Bruno Le Maire décrète l'état d'urgence économique. L'épidémie de coronavirus aura un impact sévère sur l'économie française. Lundi 9 mars fut sans conteste une journée noire pour les bourses du monde entier. Ceci dans un contexte de dégringolade généralisée, puisque depuis le début de l'année, toutes les grandes places boursières européennes ont perdu entre 18 et 20%. Si pour certains il est encore trop tôt pour parler de crise financière, cela commence sérieusement à y ressembler. Et quoi que l'on puisse penser de notre système économique, une crise n'est jamais une bonne nouvelle. Tout simplement parce que si elle se répand, ce sont toujours les gens ordinaires, bien plus que les banques ou les spéculateurs qui en payent l'addition. Que ce soit par les destructions d'emplois liées aux faillites qu'elles génèrent, ou parce que, comme en 2008, les institutions financières sont renflouées par l'argent de la collectivité. Alors d'où vient cette crise? Il y a bien sûr un contexte particulier, celui de l'épidémie mondiale de coronavirus partie de Chine en décembre dernier. Cette épidémie dont nous commençons seulement ici à subir les conséquences a bien sûr eu un impact énorme sur l'économie chinoise. Les mesures de confinement prises par le gouvernement chinois pour tenter d'endiguer l'épidémie ont entraîné la paralysie du pays et mis un gros coup d'arrêt à sa production et à son activité économique. Le problème, c'est que dans un contexte d'économie mondialisée, ce qui frappe la Chine se répercute sur l'ensemble du monde. Très vite, toutes les entreprises entretenant des rapports commerciaux avec la Chine se sont retrouvées en difficulté. Surtout alors que de très nombreuses entreprises ont délocalisé ou sous-traité une partie de leur production en Chine, c'est toute la chaîne de production mondiale qui s'en est trouvée impactée. Et ce, que ce soit dans l'industrie automobile ou plus grave dans l'industrie pharmaceutique. Puisqu'aujourd'hui, en effet, environ 80% des principes actifs utilisés dans les médicaments que nous consommons en France sont produits en Chine. Une situation qui vient cruellement nous rappeler l'une des réalités de la mondialisation. Quand les économies sont totalement imbriquées, le moindre problème dans une région du monde peut entraîner des pénuries mondiales et avoir des effets dramatiques sur notre quotidien. Mais bien sûr, l'impact économique de l'épidémie de Covid-19 ne s'arrête pas là, car on le sait aujourd'hui, le virus s'est répandu dans le reste du monde. Et au-delà de ses conséquences sanitaires dramatiques, qui mériteraient qu'on en parle mais qui ne sont pas le sujet de cette vidéo, l'épidémie devrait entraîner partout dans le monde un ralentissement des économies nationales, ralentissement de la production et ralentissement de la consommation. Et ce sont ces conséquences de l'épidémie du coronavirus, jusqu'ici peu prises au sérieux par les marchés financiers, qui expliquent en partie la panique actuelle. Parce qu'en réalité, la crise boursière est liée à cette incertitude, liée à la propagation du coronavirus. Qu'est-ce qu'ont dit en fait les marchés financiers ici, les marchés boursiers? Ils se sont dit, tiens, l'Italie n'arrive pas à endiguer cette propagation. Donc il y a une faiblesse des États, notamment des États européens, face à cette maladie. Et c'est pour ça que la bourse, en partie, il y a aussi l'histoire de l'Arabie Saoudite et du pétrole, a chuté massivement. Donc si
on endigue cette propagation, rapidement les bourses repartent. Mais à cette cause de la panique boursière du 9 mars vient s'en ajouter une deuxième qui découle elle-même en partie de l'anticipation du ralentissement économique lié à l'épidémie. Cette cause, c'est la guerre économique que se livrent les pays producteurs de pétrole. En l'occurrence, l'Arabie Saoudite, qui face au refus de la Russie de réduire sa production, a décidé d'augmenter la sienne et de provoquer un effondrement du prix du pétrole sur le marché international. Une décision qui a semé la panique et notamment sur le marché américain. Il faut dire que depuis quelques années, les États-Unis se sont lancés dans la production de pétrole de schiste, extrêmement cher à produire et qui, pour être rentable, exige des prix de marché particulièrement hauts. Une production pour laquelle les compagnies pétrolières américaines se sont massivement endettées auprès des banques sans en retirer les bénéfices escomptés. Des dizaines d'entre elles ont déjà fait faillite et les choses pourraient bien empirer si la situation venait à se maintenir avec à la clé une explosion de la bulle financière liée aux dettes accumulées. Et d'une certaine manière, cette question nous amène vers les raisons profondes de la crise qui s'annonce. Car si l'épidémie mondiale de Covid-19 peut servir de détonateur à cette crise, il n'en constitue pas la raison profonde. De manière bien plus fondamentale, l'économie mondiale est avant tout victime, aujourd'hui, de la déconnexion totale qui existe entre la finance et l'économie réelle, et de l'endettement privé massif qui l'accompagne. Car si les investissements sont repartis à la hausse après la crise de 2008, c'est principalement parce que les banques centrales, Réserve fédérale américaine et Banque centrale européenne en tête, n'ont eu de cesse de baisser leur taux d'intérêt, déversant ainsi des tonnes de liquidités sur les marchés. C'est une question particulièrement difficile à traiter, car à taux zéro, on ne sait plus repérer la valeur fondamentale d'un actif. La valeur fondamentale, c'est la somme des revenus que procure un actif au cours du temps. Et ces revenus futurs sont d'autant plus dépréciés dans le calcul qu'ils sont perçus à un horizon lointain. Gagner 10 € aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que gagner 10 € demain. Ce qui fait que la valeur d'un actif est bornée. C'est que les revenus que je somme à horizon lointain tendent vers zéro. Le résultat de l'addition se stabilise et fournit la valeur fondamentale. Or, des taux d'intérêt zéro, c'est vivre dans une économie qui ne reconnaît plus l'érosion monétaire au cours du temps. Je vous prête 100 € aujourd'hui et vous me remboursez 100 € dans 10 ans, voire 90. Signifie que l'érosion temporelle de la valeur n'est plus reconnue par les marchés. Résultat, des acteurs financiers ayant perdu toute conscience des risques ont cru pouvoir s'endetter massivement afin d'investir des milliards dans des entreprises n'ayant réalisé aucun bénéfice sans que la viabilité de leur modèle économique n'ait été éprouvée. C'est le cas des entreprises ayant investi dans le pétrole de schiste, mais également de toutes les start-up totalement survalorisées, dont la rentabilité est très loin d'être au rendez-vous et qui pourraient bien disparaître du jour au lendemain lorsque la bulle éclatera. Parce que si les capitalisations boursières ont cru de manière spectaculaire ces dernières années, en même temps que l'endettement privé, l'économie réelle, elle, ne s'est jamais vraiment relevée de la crise de 2008. Dans nos pays occidentaux vidés de leurs outils de production, une économie construite principalement autour des services n'a permis de maintenir qu'un faible niveau de croissance, sans commune mesure avec les liquidités injectées. Encore, cette croissance ne s'est-elle faite qu'au prix de politiques budgétaires entièrement tournées vers le soutien aux entreprises sous perfusion de crédits d'impôt et autres baisses de charges. Des politiques menées au détriment de nos services au public, de nos infrastructures et de nos conditions de travail, qui ont provoqué mécontentements sociaux et instabilité politique et qui ont affaibli nos capacités à faire face en cas de crise. Plus grave peut-être, en sacrifiant le pouvoir d'achat des citoyens sur l'autel du soutien aux entreprises, du moins à certaines entreprises, ces politiques ont rendu impossible toute réelle relance de l'économie par rebond de la consommation. En d'autres termes, l'aveuglement idéologique conjoint des dirigeants politiques et des institutions financières nous a menés dans le mur, en gavant la finance d'argent magique, tout en laissant l'économie réelle sous simple assistance respiratoire. Il y aura des moyens, mais mettre des moyens sans faire les choses pour le moderniser, accompagner, transformer, avoir parfois du bon sens, c'est pas aider les gens. Parce qu'à la fin, les moyens, c'est vous qui les payez aussi, vous savez. Il n'y a pas d'argent magique. On est persuadés, tous, qu'il va se reproduire un scénario à l'italienne, dont on n'est pas vraiment sûr que les autorités aient pris la mesure. Nous, on n'a absolument rien vu venir qui va être opérationnel dans les jours et les semaines qui viennent. Et c'est ça, il s'agit de ça. L'échelle de temps, maintenant, on la connaît.
C'est-à-dire que l'épidémie, on va la prendre, c'est sûr. Dans ce contexte, le brusque ralentissement que le coronavirus ne manquera pas d'entraîner et l'éclatement des bulles spéculatives qui risquent d'en résulter ne sont rien de plus, hélas, qu'un retour de bâton du réel dans la figure d'un capitalisme qui a oublié qu'un de ses principaux moteurs n'était autre que le risque. Alors bien sûr, face à l'imminence de la crise, les responsables politiques et économiques ont commencé à prendre des décisions. Mais ces décisions, plus paniquées que rationnelles, sont en fin de compte les mêmes que d'habitude. Côté budgétaire, ce sera la perfusion à certaines entreprises en difficulté, et qu'importe si cela se fait au prix de la désorganisation de l'État et sur le dos des contribuables, empêchant ainsi toute relance efficace sur du moyen terme. Et côté monétaire, de nouvelles baisses des taux directeurs permettront de noyer encore un peu plus sous les liquidités un système déjà malade de trop d'argent. De quoi repousser l'explosion de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, mais en renforçant d'autant la puissance de l'impact lorsqu'il se produira. Le vrai enjeu, c'est que cette politique monétaire, on est dans ce qu'on appelle, alors que ce soit aux États-Unis ou d'ailleurs encore plus en Europe ou au Japon, ce qu'on appelle une trappe à liquidité. C'est-à-dire que tout ce qu'on a injecté comme liquidité, je vous rappelle quand même les chiffres, 4 000 milliards de dollars aux États-Unis de planches à billets, 3 000 milliards d'euros dans la zone euro, et on continue chaque mois de mettre 20 milliards dans la zone euro. Je ne parle même pas du Japon, où là les chiffres sont stratosphériques. Et pourquoi ? Pour une croissance avant même le coronavirus, qui reste très mal. Je rappelle qu'on était déjà en ralentissement, parce que ça aussi on l'a oublié. On met tout sur le coronavirus. Mais la baisse du PIB, elle a déjà commencé au Japon au 4e trimestre. Elle a déjà commencé en France au 4e trimestre 2019. Or, la liquidité est d'ores et déjà abondante. Exactement. Donc, encore une fois, cette image, elle est bonne. Trappe à liquidité. On met de la liquidité, mais ça ne fait pas réagir positivement l'économie. C'est juste pour alimenter la bulle. Sauf que maintenant, la bulle, évidemment, elle se dégonfle. Et fait nouveau, on entendra peut-être notre ministre de l'économie prononcer, comme il a déjà commencé à le faire, quelques mots sur la nécessité de relocaliser une partie de la production sur notre territoire, sans bien sûr qu'il ne nous explique comment il compte s'y prendre concrètement pour convaincre des acteurs privés de renoncer à une partie de leurs profits par souci d'intérêt de la nation, tout en refusant de prendre à leur encontre des mesures contraignantes. Des déclarations donc qui, malgré leur bon sens indéniable, resteront lettre morte faute de volonté politique réelle. Je crois qu'on va très vite en besogne. Aujourd'hui, nous avons un système financier qui est beaucoup plus solide que pendant la crise de 2008. Moi, je regarde avec une certaine circonspection la situation. C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Preuve supplémentaire, s'il en était besoin, que l'on ne peut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre. Voilà, le fil d'actu, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. On remercie tous les tipeurs qui nous permettent, grâce à leurs dons, de faire notre travail de manière totalement indépendante et de conserver en toutes circonstances notre liberté de parole et de pensée. Si vous aussi, vous voulez financer notre chaîne et contribuer à son développement, vous pouvez rejoindre la communauté des tipeurs en cliquant sur le lien vers notre page Tipeee en description de la vidéo. Pour le reste, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir et surtout, ça lui permet de gagner en visibilité. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de nos publications, bien sûr. Salut et à la semaine prochaine pour un nouveau fil d'actu, l'émission qui donne du sens à l'information.